Identifier, analyser, planifier, trader. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24. Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse 2 fois par jour en direct sur Bismart à 12h30. Tout d'abord, une demi-heure pour décrypter les enjeux financiers, ou en tout cas des marchés financiers à la mi-journée avant la grande édition du soir. 1 heure cette fois-ci pour débattre et commenter les actualités économiques, politiques et surtout financières. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur le site de bismart.fr en replay, mais que vous pouvez également nous suivre en podcast sur toutes les plateformes de podcast. Et au sommaire de cette édition de Smart Bourse à la mi-journée, les marchés financiers européens marquent une pause ce matin alors que les événements géopolitiques viennent se rappeler au souvenir des investisseurs. La Pologne a en effet fait état d'un missile qui a explosé sur son territoire, causant la mort de 2 personnes. Un missile qui touche pour la première fois depuis le début du conflit sur le sol ukrainien le territoire d'un membre de l'OTAN. Cela a automatiquement déclenché des réactions prudentes à l'international. Si la Pologne estime que ce missile est très probablement de fabrication russe, son origine reste pour l'heure inconnue. Joe Biden a de son côté estimé que ce missile pourrait être un missile antimissile ukrainien, tandis que la France et l'Allemagne ont appelé à la plus grande prudence et à éviter les conclusions hâtives face au risque d'escalade important entre l'OTAN et la Russie. Dans ce contexte, le DAX, le Stoxx 600, mais aussi le CAC 40 recule depuis le début de la matinée et cela nous amènera justement à évoquer ce rallye boursier inconnu par un certain nombre d'indices financiers, que ce soit en Europe mais aussi aux États-Unis, le CAC 40, le Stoxx 600 ou le DAX, un rallye boursier connu depuis la fin du mois de septembre, avec même une réelle euphorie depuis jeudi dernier, jour de la publication de la statistique d'inflation aux États-Unis pour le mois d'octobre. Nous nous demanderons dans Smart Bourse quels sont les éléments qui alimentent ce rallye boursier et jusqu'où celui-ci peut aller, en prenant en compte évidemment des éléments exogènes comme des événements géopolitiques. Et nous reviendrons également sur le marché obligataire aux États-Unis mais aussi en Europe et sur les taux d'emprunt d'État, alors que le marché obligataire connaît une forte détente aux États-Unis, notamment depuis la publication de la statistique d'inflation pour le mois d'octobre. On note notamment que le 10 ans US, qui a connu un pic aux alentours de 4,33%, revient actuellement aux alentours de 3,8%. Nous nous demanderons ce qui explique ces mouvements sur le marché obligataire, mais aussi quel impact cela peut avoir dans une allocation d'actifs. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et nous commençons tout de suite avec cette première partie de Smart Bourse à la mi-journée. Nous allons revenir sur le rallye connu par un certain nombre d'indices boursiers depuis la fin du mois de septembre. Et pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau de Smart Bourse Patrick Guérin, directeur de la gestion chez Bordier et compagnie à Paris. Bonjour Patrick Guérin. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Je le disais, les indices boursiers connaissent une sorte de rallye, on peut l'appeler ainsi. Alors effectivement, certains appellent ça le rebond du chat mort, d'autres veulent y voir une remontée jusqu'à au moins la fin de l'année. Chacun y va un petit peu de ses estimations. Concrètement, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? On a connu une euphorie il y a quelques jours, mais on est sur un mouvement qui vient de plus loin. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce rallye boursier selon vous, Patrick Guérin ? Alors, je pense qu'on peut... Et on doit avoir en mémoire les publications trimestrielles, puisque c'est celles que tout le monde attendait. Et on a eu l'occasion d'en parler un petit peu avant, lorsque nous nous sommes vus. Les attentes des analystes étaient beaucoup plus pessimistes que les publications telles qu'elles sont ressorties. C'est-à-dire que globalement, on peut dire qu'en Europe, on a eu plutôt des bonnes nouvelles, assez rassurantes et un peu inattendues, donc qui ont souvent été saluées par les marchés. C'était aussi le cas aux États-Unis. Même si aux États-Unis, on s'en souvient, on a eu quand même quelques petits accidents industriels. On a eu notamment tous les GAFA qui ont, eux, publié dans des très mauvaises conditions. Et les marchés ont sanctionné assez durement, à l'exception d'Apple qui s'en est à peu près sorti. On peut dire que ça a été quand même
très compliqué Bien sûr, pour oui. Microsoft, Google ou Amazon, Meta, c'était bien sûr, très ouais. compliqué. Donc là, on avait une ambiance qui était plutôt favorable, qui était plutôt positive, et alors même que les attentes étaient très fortes sur précisément l'évolution des indices de duplication d'inflation. D'accord. Et ça a été une très bonne nouvelle qui a été accueillie quand jeudi l'indice les publications se sont avérées en fait plus positives que prévu, effectivement, ouais, et laissant entendre l'idée qu'on allait peut-être avoir un pic d'inflation derrière nous aux États-Unis. Voilà, Alors c'est peut-être un peu tôt effectivement pour l'affirmer avec certitude, mais en tout cas c'est ce que les marchés c'est l'impression que donnent les marchés. En tout cas. Les marchés ont acheté la nouvelle, très clairement. Et donc après, ils l'ont probablement suracheté. C'est-à-dire que une progression aussi spectaculaire que celle qu'on a connue en une seule journée du Nasdaq, je rappelle quand même plus 7%, c'est beaucoup, c'est probablement beaucoup trop. Le marché a toujours raison, mais... Le Nasdaq étant également le seul indice qui, pour le coup, n'avait pas tellement profité de ce rallye boursier dernièrement. Donc il y avait peut-être une volonté de corriger. De corriger, oui, voilà, j'ai un peu le tir, c'est vrai. Et je pense aussi que c'était des valorisations qui étaient assez basses. Donc les investisseurs ont voulu profiter de marchés qui étaient plutôt mal orientés jusqu'à présent. Maintenant, on a vu aussi que dans les commentaires des banques centrales qui ont suivi, il y a eu quand même beaucoup de prudence. Bien sûr. On a entendu notamment M. Waller, qui est un membre de la Fed, dire attention, ce sont des bons chiffres, mais ne nous emballons pas en quelque sorte. On n'a pas fini. On n'a pas fini et on n'a pas l'intention de baisser la garde, si j'ose dire, dans notre politique de révision haussière des taux d'intérêt. D'ailleurs, la vice-présidente de la Fed n'a pas dit autre chose. Elle a dit de manière un peu plus modérée, puisqu'elle a dit qu'on allait probablement réduire le rythme des hausses des taux, mais elle n'a pas parlé de baisse, elle a parlé de réduction de la hausse. Bien sûr, oui. Mais c'est ce que les marchés ont envie d'entendre. Ils ont envie d'être rassurés sur un taux terminal, c'est-à-dire là où la Fed va finalement aller. Jusqu'au bout, on en parlera sûrement tout à l'heure. Ce qu'on ne connaît pas d'ailleurs aujourd'hui. Non, mais on a quand même le sentiment que aux US, il devrait être autour de 5,25, donc on n'est plus très loin. Et quand en Europe, on pense plutôt que ça va être autour de 2,75. Là encore, on n'a plus beaucoup de chemin à faire. C'est que l'essentiel a été fait. Bien sûr. Sachant qu'en Europe, on n'a pas encore vu de statistiques d'inflation qui montraient qu'il y avait eu un impact de la politique monétaire sur l'inflation. Donc on est sur deux situations différentes. Oui, tout à fait. Ouais. Et pour autant, les marchés européens, eux aussi, ont applaudi sur le mouvement aux États-Unis. Dans moins de mesure, avec moins d'euphorie. Mais ils ont quand même apprécié les chiffres parce qu'ils ont considéré que c'était aussi une très bonne nouvelle pour les taux d'intérêt. On en parlera tout à l'heure, puisque les taux longs ont fortement baissé, vous l'avez dit. Et ça, c'est vrai aux États-Unis, mais c'est vrai aussi en Europe. Donc, ce sont des éléments qui sont par nature favorables pour les valeurs de croissance qui profitent, comme elles ont été fortement handicapées par la hausse des taux longs, elles profitent d'une correction de ces mêmes taux et donc leur valorisation progresse. C'est ça, si on rentre un petit peu dans le détail de ce rallye boursier dernièrement, pour nous amener à la situation actuelle, les valeurs de croissance finalement reviennent sur le devant de la scène depuis quelques jours, mais étaient globalement celles qui s'affichaient un petit peu à la traîne ces dernières semaines. Oui, elles ont très fortement corrigé. On pense évidemment aux valeurs de la tech, mais on pense aussi aux valeurs du luxe, qui avaient connu un parcours difficile depuis le début de cette année, mais qui ont largement rattrapé, en tout cas pour le luxe, toutes les mauvaises nouvelles, elles sont derrière nous. En tout cas boursièrement, et on est pratiquement revenu aujourd'hui à une position pratiquement à zéro sur des valeurs comme Hermès ou LVMH qui ont refait une grande partie du chemin. Alors, bien sûr, ça a été porté par des très bons résultats. Bien sûr, on l'a évoqué tout à l'heure. Mais aussi, on peut penser que ces valeurs, mieux que d'autres, réagiront positivement, ou du moins seront en mesure de mieux résister aux hausses de prix, puisqu'elles ont cette capacité à le faire supporter, en fait, les hausses de prix à leurs clients finaux. Dans le domaine du luxe, on sait qu'il n'y a pas d'élasticité au prix. Alors qu'il y avait quand même une crainte vis-à-vis du marché chinois pour ces valeurs du luxe. Oui. On s'est rendu compte que ça n'était pas un sujet pour les résultats du troisième trimestre. Alors peut-être que ça le deviendra d'ici la fin de l'année, mais ça intervient à un moment où on vous constate un réchauffement des relations entre Chine et États-Unis et une réouverture. Alors réouverture, le mot est peut-être un peu grand, mais en tout cas un assouplissement potentiellement des mesures zéro Covid prises par le gouvernement de Xi Jinping, ce qui pourrait continuer à porter ces valeurs du luxe pour le coup. Alors,
Oui, probablement, parce que toutes les mesures, même modestes, sont prises avec une espèce d'euphorie par les marchés, qui considèrent que c'est l'ouverture, le début d'une ouverture qui va se traduire dans quelques mois par une amélioration sensible. Il faut être prudent. Avec le gouvernement chinois, on a appris à être extrêmement prudent et on n'a pas encore entendu clairement exprimer une remise en cause de la politique zéro Covid, parce que tout simplement... Bien sûr, on a réduit la quarantaine, effectivement, on a réduit la possibilité de mettre un arrêt brutal à certains vols, effectivement, si on considérait qu'ils amenaient trop de cas de Covid sur le territoire chinois, mais on n'est pas sur une réouverture, et d'ailleurs, quand on a eu des rumeurs de réouverture en mars, celles-ci ont automatiquement été balayées par le gouvernement chinois. Oui, donc en effet, les valeurs du luxe, notamment L'Oréal, puisque c'est une valeur qu'on suit aussi beaucoup, et dont le chiffre d'affaires réalisé sur la Chine, c'est environ 20-25%, forcément a été très affecté à la hausse comme à la baisse. À la baisse quand les mesures de confinement étaient brutales, et à la hausse quand on avait une perspective que les choses allaient un peu s'améliorer. Donc après, encore une fois, je rappelle que ce sont des valeurs qui sont relativement insensibles à la hausse des prix, puisqu'elles peuvent les répercuter. Si je reviens un petit peu, toujours avec vous, Patrick Guérin, sur la saison des résultats, quel mot vous utiliseriez pour qualifier cette saison des résultats, alors qui n'est pas totalement terminée, mais on a quand même un certain nombre de sociétés, une majorité des sociétés du S&P 500 ou même en Europe, qui ont publié leurs résultats. Est-ce qu'on peut parler de résilience, ou est-ce qu'il faut plus axer cette compréhension des résultats sur des craintes potentielles à venir pour 2023 sur les résultats ou la croissance des entreprises? J'allais dire les deux. En fait. Il y a eu une certaine forme de résilience au cours du trimestre écoulé, mais ça n'occulte pas les craintes qu'on peut redouter, parce que, en effet, les entreprises probablement auront au cours du trimestre à venir plus de difficultés à faire absorber par leurs clients finaux les hausses des prix, les hausses de les matières premières, les hausses de l'énergie, parce que ça ne va pas s'arrêter demain. Bien sûr. Et donc, un trimestre, celui qu'on vient de connaître, a été plutôt, pour elles, la démonstration de cette capacité à faire passer les prix, mais pourront-elles le faire durablement? On peut quand même se poser la question. Donc, la prudence s'impose. Donc, finalement, tant qu'il n'y a pas de choc sur le sujet des résultats des entreprises, ça alimente la crainte qu'il arrivera demain, quelque part, de la part des investisseurs. Oui, bien sûr, et c'est un peu normal que les investisseurs aient envie de procéder avec prudence et de corriger un peu les perspectives bénéficiaires. Mais jusqu'où? Personne ne le sait, puisqu'en fait, la clé de la compréhension, ça va être le niveau de récession auquel on peut s'attendre. Et cela, personne n'est vraiment en mesure de répondre à cette question, parce qu'on entend tout et un peu son contraire. Bien sûr, oui. Certains sont très noirs, d'autres sont beaucoup plus prudents. La vérité est probablement entre les deux. Oui, parce qu'on entend d'ailleurs le discours dominant, c'est qu'effectivement, il y aura un scénario ou un épisode récessif, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, mais on entend également des gens dire on l'attend tellement, cette récession, elle est tellement préparée que finalement on pourrait mettre tout en place pour avoir un soft landing au final. Oui, puis c'est aussi un peu autorégalisateur. Ne l'oublions pas, c'est-à-dire qu'à force de répéter qu'on va avoir une récession, on ne l'aura peut-être pas aussi violente qu'on l'imagine. Voilà. D'ailleurs, vous avez peut-être vu les perspectives de la Commission européenne cette semaine. Elle n'a pas envisagé un scénario hyper noir pour la zone euro. Elle envisage un ralentissement de la croissance et un seul pays, a priori pour le moment, qui pourra afficher une récession, mais dont on peut dire qu'elle sera relativement technique, c'est l'Allemagne, en raison de la composition industrielle du PIB allemand, qui va être très violemment impacté pour le coup par les hausses des prix de l'énergie et des matières premières. Mais dans d'autres pays d'Europe, ça devrait être beaucoup plus soft. PIB allemand qui pourrait au contraire aussi bénéficier potentiellement d'une réouverture de l'économie chinoise. Très rapidement, Patrick Guérin, pour finir... On a eu quelques nouvelles qui nous sont venues de Chine, effectivement, de soutien à son économie ou de réouverture. Est-ce que la Chine peut redevenir une thématique d'investissement, si tant est qu'elle n'était plus une thématique d'investissement pour vous? En fait, pour nous, ça a toujours été une thématique d'investissement très secondaire. D'accord. C'est-à-dire qu'on pense qu'il faut avoir un peu de Chine dans son portefeuille, notamment pour les clients qui ont une orientation un peu dynamique ou offensive. Ça fait du sens. On ne peut pas être totalement à l'écart d'un pays qui représente à peu près 16% du MSCI mondial. Maintenant, on sait tous que la bourse en Chine, elle est aussi guidée par des décisions qui sont des décisions politiques, gouvernementales, sur lesquelles les entreprises n'ont pas la main. Donc, la prudence s'impose. On peut avoir un peu de Chine dans un portefeuille, ça fait du sens en termes d'allocation géographique globale, mais probablement
pas dans des proportions qui seraient déraisonnables. Merci beaucoup Patrick Guérin. Je rappelle que vous êtes directeur de la gestion chez Bordier et compagnie à Paris. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour traiter toujours de l'actualité économique et financière, mais d'un point de vue des marchés obligataires. À tout de suite. Et nous continuons donc à la mi-journée dans Smart Bourse avec une analyse effectivement du contexte économique et financier. Nous allons regarder ce contexte d'un point de vue obligataire avec des marchés obligataires qui se détendent depuis quelques jours à la publication notamment de cette statistique d'inflation pour le mois d'octobre aux États-Unis. Pour nous accompagner dans Smart Bourse, nous avons le plaisir d'accueillir Adi Lamor, directeur général de Shellshare Prince Gestion. Bonjour Adi Lamor. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Alors effectivement, on a échangé il y a un instant avec Patrick Guérin sur la vision action finalement du contexte actuel. L'un ne va pas sans l'autre, effectivement, même si on a pu voir d'ailleurs dernièrement des mouvements corrélés dans le même sens du côté obligataire ou du côté action. On a vu il y a quelques jours, une réelle détente sur les marchés obligataires dictée par cette statistique d'inflation. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter ? Certains ont trouvé la réaction des marchés exagérée. Est-ce que c'est la façon dont vous l'avez vécu ? Alors effectivement, le tournant quand même qu'on a eu les dernières semaines, c'était cette statistique sur l'inflation américaine qui a détendu, comme l'avait très bien expliqué Patrick, les marchés actions. Voilà, qui a redonné un peu de valorisation et de momentum positif. De facto, ça s'est répercuté sur les marchés obligataires souverains ou même crédit. D'accord. Ouais. Donc, quand on parle marché obligataire, et surtout au niveau du crédit, il y a toujours deux composantes. Il y a la partie taux sans risque, donc liée au taux souverain, Bien sûr. et la partie réellement de la prime de risque de crédit entreprise qui a corrélé au marché action. Là, ce qu'on a constaté, c'est deux effets concomitants. D'une part, la baisse des taux souverains, et d'autre part, la baisse des primes de risque crédit. Et donc, notre perception, c'est que évidemment, il y a eu une réaction un tout petit peu exacerbée, parce que c'était un chiffre qui était inattendu, et dans un marché aussi volatile finalement. Inattendu, mais tellement attendu en même temps. Aussi rapidement, et avec un écart tel par rapport au consensus qui était pressé, ça a été une surprise. En tout cas, c'est l'interprétation que moi j'en ai aujourd'hui. Bien sûr. Oui, non, mais je veux dire attendu dans le sens où les marchés n'attendaient que ça finalement, qu'on voit effectivement un effet de la politique monétaire de la Fed. Tout à fait, mais il y a un point qui est fondamental aussi. Aujourd'hui, on a une réserve fédérale américaine finalement qui dirige un petit peu ce qui se passe dans le monde, en tout cas sur les marchés financiers. Voilà, en termes de politique monétaire, etc. Et aujourd'hui, la logique d'une Fed qui regarde uniquement les données pour décider des actions qu'elle va prendre, de facto, ça induit de la volatilité. Bien sûr. Et quand on a un chiffre qui surprend positivement, on a des surréactions. Un chiffre qui surprend négativement, des surréactions dans l'autre sens. Donc notre perception aujourd'hui sur le marché obligataire, en tout cas crédit et surtout européen, c'est qu'il y a de la détente sur la partie prime de risque crédit. On profite aussi de la baisse des taux souverains, mais finalement, un point qui est essentiel à garder en tête aujourd'hui, c'est qu'on a des rendements qui sont redevenus très positifs. Voilà. On a des rendements qui sur le crédit entreprise. Sur le crédit entreprise. Pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui, le crédit de qualité en Europe, ce qu'on appelle l'investment grade, en moyenne, on est à peu près à 4,5 de rendement. Je pense qu'on retrouve une vertu qu'on n'avait pas vue depuis plusieurs décennies sur le marché obligataire. On a du rendement positif et qui est récurrent. Avec un risque de crédit, quand on parle d'entreprise investment grade, donc vraiment de la très bonne qualité, un risque de crédit qui est contenu. Sur le haut rendement, la partie un peu plus risquée, on est en moyenne aux alentours de 8 à 8,5, pardon. Et même sur la meilleure partie, à 7. Donc finalement, ces chiffres-là, ils induisent potentiellement peut-être l'idée d'un regain d'intérêt aujourd'hui qui a du sens sur cette classe d'actifs-là. Donc un retour potentiellement d'investisseurs, une possibilité de retour d'investisseurs sur la classe d'actifs qui est le crédit aux entreprises qui était délaissée il y a encore quelques mois. Exactement, parce que on a tous en tête le terme, le fameux TINA. Bien sûr, oui. Voilà, there is no alternative, très bien. Aujourd'hui, peut-être qu'il y en a une. Parce que historiquement, quand on avait le 10 ans allemand qui était à moins 50 ou moins 60 points de base, donc moins 0,50%, forcément, il fallait chercher du rendement additionnel, augmenter les prises de risque. Aujourd'hui, lorsqu'on a une OAT française à 2,70, 2,80, on avait même tangenté les 3%, financer par exemple une boîte comme BNP Paribas qui est systémique en France et aller chercher du 4 ou 5 de rendement sur des échéances à 5 ans, je ne pense pas que ça soit blasphématoire que de dire ça. Voilà.
Est-ce que, effectivement, mais il y a ce sujet potentiellement de volatilité sur le marché obligataire, de crainte, d'incertitude. Ce marché obligataire concentre quand même les incertitudes ou les certitudes des investisseurs qui eux-mêmes regardent ce que fait la Fed de près et suivent les mêmes statistiques que la Fed pour essayer d'anticiper potentiellement une inflexion de sa politique monétaire. Est-ce que ça, c'était également un risque à prendre en compte quand on regarde le marché du crédit? Tout à fait. Là, c'est un point qui est extrêmement important. En fait, l'élément crucial qu'on a vu tout au long de l'année 2022, parce que les taux ont monté globalement sur l'Europe et sur les US de 230 à 240 points de base. En fait, cette remontée-là, elle ne s'est pas faite de façon rectiligne. On a eu beaucoup de volatilité. Et cette volatilité des taux, du fait des incertitudes, c'est ça qui a nécessité des primes, on va dire, de rémunération additionnelles pour les investisseurs sur le marché crédit. Moi, ma conviction, c'est que cette volatilité, elle atteint un palier. Elle va tendre à se réduire. Et ça, mécaniquement, ça redonne du confort aux investisseurs. Mais il y a aussi un point qui est essentiel, on en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, une boîte de qualité qui nous offre du 5% de rendement sur 5 ans, si on la finance, si on décide de la financer, on a un matelas, un coussin de protection. C'est-à-dire que même si ça se passe mal, pour qu'on commence à perdre de l'argent, typiquement, il faut qu'on ait encore 1 ou 1% de hausse, finalement, de la prime de risque. Et ça donne quand même un matelas qui est très protecteur. Alors là, on parle du crédit, effectivement, dans son ensemble. Alors, on va parler plutôt investment grade. Effectivement, il y a la partie high yield, mais si on reste sur l'investment grade, est-ce que ça vaut pour tous les secteurs d'activité? Est-ce que, comme sur les marchés actions, on a quand même des rotations sectorielles ou autres? Et qu'est-ce qui, en ce moment, à quoi se ressemble ce marché du crédit? Alors, bien sûr, évidemment, les deux marchés sont très liés. La partie crédit ou action, finalement, c'est du financement d'entreprise. Bien sûr, oui. Capital. Donc, les deux sont intimement liés. La dispersion est très forte. D'un secteur à l'autre, on n'a pas les mêmes comportements. Je vais vous donner 2 exemples emblématiques. L'un des grands acteurs qui a permis finalement au marché du crédit de bien se comporter sur l'année 2022, on va dire en termes d'évolution sur les dernières semaines, c'est tout ce qui est lié au transport aérien typiquement. Les compagnies aériennes, avec on va dire, le post-Covid, si je puis dire, il y a eu des résultats et finalement des situations bilancielles qui se sont nettement améliorées sur cette année-là. Il y a un autre secteur aussi qui potentiellement offre du rendement qui est très sécurisant, c'est le secteur bancaire. Aujourd'hui, les banques, je parle des banques systémiques en Europe, pour ne pas citer de nom, mais il y en a un certain nombre, on est sur finalement des émetteurs qui sont capitalisés, qui sont régulés post-crise de 2008. Donc là aussi, il y a de l'intérêt. Là où il va falloir quand même faire un tout petit peu attention, c'est peut-être tout ce qui est lié à de la vraie consommation discrétionnaire. D'accord. Voilà. Je pense typiquement au secteur auto, il y a encore de la valeur. Mais forcément, à un moment donné, avec la hausse des intrants, la hausse des coûts, etc., et sur le marché des semi-conducteurs, les chaînes d'approvisionnement ne sont pas encore complètement normalisées, il peut y avoir un impact finalement sur le chiffre d'affaires qui va être finalement ce qui va se refléter pour la personne qui finance ce secteur-là. Donc, pour résumer, oui, il y a de la dispersion. Il faut traiter les choses vraiment de façon très sélective, au cas par cas. Il y a à boire et à manger. Il y a des secteurs qui sont plutôt bien positionnés, d'autres qui le sont un peu moins. Mais il n'y a pas, on va dire, de catastrophe en vue. Ça, c'est ma conviction. Même question qu'à Patrick Guérin tout à l'heure. La réouverture de l'économie chinoise a-t-elle un impact, selon vous, ou va-t-elle avoir un impact sur le marché du crédit? Oui, alors, la réouverture de l'économie chinoise, et je reprends le terme qu'évoquait Patrick, il faut être très, très précautionneux quand on parle d'ouverture en Chine ou de réouverture. On a vu, quand on a raccourci le délai de la quarantaine, forcément, ça a été très bien accueilli par le marché. Maintenant, la Chine, en supposant même qu'il y ait une réouverture, il y a du bon et du moins bon. Et il y a du bon pour la croissance et la consommation, finalement. Mais il y a un point qui est fondamental, c'est le côté inflationniste. La réouverture de la Chine, sur le pétrole, sur les matériaux de base, etc. On le voit sur les métaux, d'ailleurs, effectivement. Alors, il n'y a peut-être pas que la réouverture de la Chine, mais ça joue, oui. Ça joue, effectivement. Donc, il peut y avoir un effet ciseau. Voilà, il faut faire attention à cela. Maintenant, mécaniquement, moi, aujourd'hui, ce que je pense avec mes équipes chez Schaeffler Prince, c'est que la réouverture de la Chine aura plus un impact positif que négatif. Parce que globalement, sur le marché du crédit européen, notamment, un peu moins aux US, mais ce n'est pas lamentable, loin de là, on a des fondamentaux qui se sont améliorés. La solvabilité est meilleure qu'il y a plusieurs mois, par des résultats qui ont été bons et par des bilans qui sont plutôt assainis.
Si je reviens sur la dette souveraine, effectivement, sur ces rendements obligataires d'État, et donc en lien avec l'inflation, on a vu effectivement une détente, hein, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Comment est-ce qu'on peut analyser le niveau actuel, par exemple, du 10 ans américain ou du 30 ans américain ou du 2 ans américain? Est-ce qu'on va revenir sur des niveaux aussi bas qu'on a connus, ou est-ce qu'on est sur une sorte de palier actuellement? Alors, moi, ce que je pense, c'est que, vous l'avez évoqué tout à l'heure, Nicolas, hein, c'est-à-dire qu'au niveau du 10 ans américain, on a atteint un pic à 4,30, 4,40, etc. Voilà, ça a été, je pense, un palier qui a été touché et qu'on n'a pas retouché depuis. Je pense que l'ère des taux négatifs ou proches de zéro est derrière nous. Là, on est dans un régime de reflation structurelle avec des composantes qui sont assez solides et les taux vont rester durablement à des niveaux positifs. Pas à 5% ou 6%. Voilà. Par contre, un 10 ans américain aujourd'hui, hier on était à un moment donné à 3,65, etc., ou 3,80, en tout cas entre 3,50 et 4%, ça me paraît être un rythme tendanciel sur lequel on va se situer. Voilà. Donc il ne faut pas envisager qu'avec une réduction de l'inflation en lien avec la politique monétaire de la Fed, on retrouve un niveau de taux qu'on a connu il y a 1 an, par exemple, ou il y a 2 ans. Non, ça fait partie de la normalité d'avant. Exactement. Ça, c'est le monde d'avant. Le monde d'aujourd'hui fait que on doit vivre avec des taux qui sont élevés. C'est un nouveau monde, hein, que beaucoup d'investisseurs n'ont pas connu d'ailleurs. Voilà. Bien sûr, oui. Un monde à taux positif, ça peut paraître très étrange, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Parce que même l'inflation, finalement, avant qu'elle revienne à 2 ou 2,5 ou 3%, ça va prendre beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Voilà. Même le chiffre du CPI américain qui était sorti, quand on analyse en détail, il y a des composantes, certes, qui décélèrent, mais ça décélère, mais on est loin d'un niveau proche de 3 ou 4%. Voilà. Tendanciellement, on se dit que on devrait arriver assez rapidement à 4%, parce qu'il y a des composantes typiquement qui sont retardées. Hein. Je pense à l'immobilier américain. Bien en sûr, l'occurrence, complètement. voilà, les prix ont augmenté de 40% depuis la crise du Covid. Forcément, les loyers ne baissent pas encore. Ça va arriver, mais ça va prendre du temps. Donc, on va rester dans un rythme d'inflation qui va mettre du temps à se normaliser. Et de facto, ça implique des niveaux absolus de taux d'intérêt qui sont élevés. Par contre, le point qui est central, il faut qu'on ait plus de visibilité sur la politique de la Réserve fédérale américaine. Et ça, je pense que c'est en train de se dessiner progressivement. Est-ce que selon vous, dernière question, Adi Lamort, on a quand même dépassé ce pic d'inflation aux États-Unis? J'ai l'impression que oui, quand on analyse un petit peu tous les chiffres, hein, et on en parlait en préambule avant que l'émission ne commence, mais il faut faire très attention aux chiffres, mais quand on agrège un petit peu tout ce qu'on peut analyser, calculer, etc., on a l'impression que le pic est derrière nous. Après, ça ne veut pas dire qu'on va être, à mon sens, sur une tendance baissière rectiligne. Oui, on n'est pas sur une pente descendante pour le coup. Voilà, ça va descendre, ça va remonter, avec un peu de volatilité. Mais tant qu'on enclenche une tendance baissière, on va dire, assez structurelle, là, les marchés risquent de bien l'accueillir. Et je pense que c'est quelque chose qui devrait se dessiner progressivement. Pour autant, ça n'annonce pas un arrêt des hausses de taux de la Fed et encore moins des baisses de taux à venir. Arrêt d'une hausse des taux de la Fed à court terme d'ici la fin de l'année, non. Voilà. Par contre, une temporisation potentielle. Tout le monde parlait du pivot, le fameux pivot que tout le monde attend impatiemment. Bien sûr. Pour moi, un pivot, déjà, ça serait temporisé. Voilà, dire, on s'arrête un petit peu au niveau de l'approche très agressive en termes de hausse de taux, et on passe d'une politique où on regarde beaucoup les données à ce qu'on appelle dans notre jargon de la forward guidance. On donne des perspectives. Voilà où est-ce qu'on voit l'inflation, voilà notre objectif. Et ça serait très très bon pour les marchés financiers parce que ça permettrait de se projeter. Quand on se projette, on est moins sujet à la volatilité et aux incertitudes. Eh bien, on finira là-dessus. Merci beaucoup, Adi Lamort, d'être venu sur le plateau de Smart Bourse à la mi-journée. Je rappelle que vous êtes directeur général de Shell Prince Gestion. Merci à vous également de nous avoir suivis en direct sur Bismart à la mi-journée. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse. Identifiez, analysez, planifiez, tradez. Votre rendez-vous avec IG. Investissez avec les Turbo 24.